Alors, donc, petit 2, donc, est la traduction de la nouvelle division internationale du travail. Alors, on a ici un texte donc sur l'éclatement des territoires productifs. Alors, que nous dit ce texte? Ben, il nous explique en fait ce qu'est ce qu'on va appeler la nouvelle division internationale du travail. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, dans les pays qui étaient les pays de l'industrialisation, de la révolution industrielle, enfin des révolutions industrielles, donc l'Europe et l'Amérique du Nord, il va y avoir une désindustrialisation. Pourquoi? Parce que les usines, les sites de production vont être transférés dans des lieux où la main-d'œuvre est moins chère. Ou bien les transférer aussi vers les marchés, en fait. Ça évite de transporter notamment les automobiles, par exemple, vous n'allez pas les transporter en permanence à l'autre bout du monde. Vous n'allez pas produire des automobiles en France pour ensuite les vendre en Chine. Vous emmenez, vous êtes un constructeur français, vous construisez votre usine directement en Chine. Coûte beaucoup trop cher de déplacer des automobiles. Donc à partir des années 70, le processus de désindustrialisation touche l'ensemble des pays qui ont fait l'industrialisation des 19e et 20e siècles le socle de leur croissance économique. La crise des anciens territoires industriels, qu'il s'agisse des industries minières, des industries lourdes ou des industries de biens de consommation, à faible valeur ajoutée, par exemple le textile, affecte de nombreuses régions des pays du Nord dont les sites de production ont été fermés ou délocalisés vers les territoires au coût de main-d'œuvre inférieur et ou au marché prometteur. La hiérarchie des puissances économiques est notamment remise en cause par l'apparition de nouveaux espaces productifs en Asie. D'abord la Chine, puis l'Inde aussi. Plus généralement, un nouveau système productif fondé sur la croissance des services, la délocalisation des activités et le rôle décisif des technologies de l'information et de la communication recompose les territoires de l'industrie. L'hypermobilité rendue possible par la révolution informatique et celle des transports remet en cause les paradigmes de la localisation des activités. Les paradigmes, c'est-à-dire les principes. Donc, on a une révolution des transports et des nouvelles techniques d'information et de communication. La recherche et donc la délocalisation, la recherche de coûts de main-d'œuvre inférieurs et donc la délocalisation dans certaines régions. Et donc, ça nous donne quoi? Ça va nous donner ça. Donc la nouvelle division internationale du travail. Donc la recherche et la conception restent localisées dans les pays riches. Pour des ingénieurs. Ensuite, les différentes étapes de production vont être délocalisées et séparées les unes des autres. Quand on désigne le terme qu'on utilise, c'est la segmentation. Vous voyez, on segmente en petits morceaux, en fait, les différentes étapes. Donc, recherche et conception, fabrication des composants. Les composants sont ensuite acheminés vers des usines d'assemblage. Et ensuite, le produit fini va être vendu. Et puis, il y a évidemment du marketing. Donc là, on est à l'échelle du monde. On a des flux matériels, ici, en rouge, et des flux immatériels, les capitaux, les services, l'information et les frontières internationales. Et donc, effectivement, parfois, le monde entier va être concerné, parce que les composants vont être fabriqués. C'était le cas d'Airbus, par exemple, que vous aviez en étude de cas. Mais on en a plein d'autres. Les téléphones qu'on a, les ordinateurs qu'on a, les voitures, etc. En général, vous avez des composants qui ont été fabriqués plusieurs endroits du monde, mais quand on dit à des endroits du monde, c'est-à-dire beaucoup en Asie ensuite, et réassemblés ou bien en Asie, ou bien en Europe, ou même en Afrique du Nord, et ensuite revendus au reste du monde. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de compléter ça à la maison, en fait, d'accord? Donc vous avez tout qui est indiqué ici. Je vous mettrai le corrigé aussi. Donc c'est un très bon schéma que je trouve extrêmement clair en fait pour comprendre cette nouvelle division internationale du travail.
Donc, on a des centres d'accumulation et de commandement, ça c'est les pays du Nord. Des périphéries productives qui montent en gamme, ça va être par exemple la Chine. Et puis les périphéries productives exploitées, ça va être l'Asie du Sud, par exemple, ou l'Afrique aujourd'hui. Alors, pour donner un peu corps à tout ça, 3 cartes. Donc, une carte sur l'implantation des premières firmes transnationales. Donc, je vous rappelle, les FTN, c'est ces grandes entreprises, firmes transnationales ou firmes multinationales, donc qui sont implantées dans de nombreux pays. Mais elles ont un siège social. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est leur siège social. Ensuite, la recherche. Et enfin, le système financier mondial. Bon, alors, assez clairement, rien qu'en regardant les 3 cartes, on voit très nettement se dessiner la triade. Vous remarquerez que c'est des projections polaires, hein. Elles sont faites exprès pour qu'on voit bien en fait la circulation. Donc on remarque quoi? On remarque que les 500 premières FTN dans le monde, elles sont essentiellement concentrées dans les pays dits du Nord. 427 firmes sur les 560. Ça représente 77% des ventes et 73% des emplois et des actifs. Pourtant, là aussi, on retrouve un rééquilibrage parce qu'en fait, si vous regardez un peu mieux, vous voyez qu'en fait, par exemple, la Chine connaît un rééquilibrage important et vous voyez un peu la montée en charge en fait des sièges sociaux en Asie. Donc, idem pour le Brésil aussi qui commence à monter un petit peu en charge. Donc, Chine, Inde, Brésil, on a des FTN qui commencent à avoir du poids. Ensuite, là aussi pour la recherche. Bon, il y a une hyperpolarisation de la recherche. On a quand même là vraiment très 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 puissant cette hyperpolarisation. Évidemment avec les États-Unis, le Japon également, les pays d'Europe occidentale. Donc ça, c'est les parts des dépenses dans le PNB, le produit national brut. Voilà, et puis on voit que la Chine, par exemple, elle commence à mettre bien le paquet. Et enfin, le système financier mondial. Bon, là aussi, on retrouve vraiment les flux financiers, le flux de capitaux qui circulent uniquement en fait dans les 10 bourses principales quasiment, les bourses européennes, les bourses des États-Unis, avec notamment le Nasdaq et le New York Stock Exchange, et puis l'Asie de l'Est, en particulier avec Tokyo, mais aussi Séoul, et aujourd'hui, les bourses dites chinoises, donc avec notamment Hong Kong, c'est pas vraiment la Chine, mais enfin c'est la Chine officiellement, mais historiquement et en termes d'économie, elle a quand même connu une évolution très différente, mais on va retrouver Shanghai ou Shenzhen. Et puis vous voyez là, donc on a un espèce de cercle là qui commence, un pôle secondaire qui commence à se mettre en place et qui vient concurrencer évidemment l'hyperpolarisation d'origine. Je vous laisserai lire la suite seule, mais donc après la suite du cours, d'accord? Donc vous avez le petit 2 avec la carte, le schéma, je vais vous le réinsérer dedans. Les différentes cartes, je vais tout vous réinsérer dedans, comme ça vous reverrez tout. Et donc avec la typologie des différents espaces de la mondialisation, en fait de leur intégration, donc les centres, les pays développés, les segments les moins rentables de la chaîne de valeur, donc l'Afrique. Donc avant elles étaient en Chine, elles ont été délocalisées vers l'Éthiopie, vers le Bangladesh, par exemple. On a quand même aujourd'hui, on est sur des salaires en Chine qui sont de 600 € par mois, qui est beaucoup par rapport à il y a 15 ans. Et donc on envoie vers l'Éthiopie ou le Bangladesh, on a des salaires qui sont 10 fois moins élevés. Les call centers francophones que vous connaissez sans doute, au moins de l'exemple, qui donc
étaient installés beaucoup au Maghreb et qui maintenant commencent à être envoyés à Madagascar par les entreprises, parce que ça coûte moins cher. Et enfin, les pays émergents, en particulier la Chine, d'accord. Donc, il y a un certain nombre de chiffres là sur la Chine. Donc, au départ, la Chine, c'était les activités à faible valeur ajoutée. Donc, c'était les petits ouvriers qui montaient dans les usines, d'accord. Et puis, en fait, elle a appris. Les Chinois ont développé leur capacité d'innovation, de commandement, de financement. Elles ont appris notamment du savoir-faire des Européens, qui ont vendu leur savoir-faire aux Chinois. Et donc aujourd'hui, c'est la Chine qui est le pays qui dépose le plus de brevets d'invention dans le monde, avant les États-Unis. Or, on sait que la course économique est restée dans la course, c'est tout se joue au niveau de l'innovation. Aujourd'hui, la Chine, c'est quand même 10% du total mondial des investissements directs à l'étranger. Donc les IDE, les investissements directs à l'étranger, c'est en fait les capitaux qui sont investis par un pays dans d'autres pays. Et donc petit 3, rendu possible donc par la mondialisation. Donc là, je vais aller assez vite. Cette nouvelle division internationale du travail, elle repose donc sur l'éclatement des lieux et des étapes de production, et ce n'est possible que parce qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on circule très rapidement et très facilement. Évidemment, la preuve de cette mondialisation, c'est la rapidité de l'épidémie, enfin de la pandémie de coronavirus. C'est la rapidité à laquelle le virus a touché le monde entier. Donc, le résultat d'une triple révolution, donc d'abord le libre-échange. Donc, le libre-échange, je vous rappelle, c'est le fait qu'on fasse du commerce sans payer de droits de douane. D'accord ? Donc, aujourd'hui, dans le monde, il y a très peu de droits de douane. Les quotas ont également été progressivement démantelés par les États sur l'égide de l'OMC. Et donc, notamment avec des accords en fait de libre-échange qui ont été signés, notamment au sein de l'Union européenne, évidemment, avec la zone d'intégration régionale, mais aussi le libre-échange nord-américain pour donc la Mexique, États-Unis, Canada, ou encore le Mercosur pour l'Amérique latine. Donc en fait, les capitaux, les marchandises, les services, tout ça circule librement, forcément, ça facilite l'éclatement des lieux de production, la révolution des transports, avec le coût du transport international, qui est devenu dérisoire dans le coût d'une marchandise, et la révolution numérique, qui permettent donc d'interconnecter en temps réel les espaces productifs, de faire circuler les capitaux très très rapidement à l'échelle du monde. Et donc, on a un gain de rapidité, de sécurité, de fiabilité, et par conséquent, donc ça favorise la nouvelle division internationale du travail. C'est pour ça qu'on dit la nouvelle division internationale du travail, parce que notamment la révolution numérique, elle a réimpulsé en fait cette dynamique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc les porte-conteneurs, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Bon, un exemple. Bon là, c'est à propos de l'iPod, mais ça marche pour toutes les marchandises. Donc ça donne quoi? Donc on est en Chine, à Shenzhen, usine d'assemblage. Donc le conteneur, c'est cette grosse caisse qu'on met sur le camion avec une grue. Ensuite, le camion arrive au port. Le conteneur est déchargé avec des grandes grues. Il est mis directement sur des porte-conteneurs, des grands bateaux, comme celui qui a été coincé récemment au canal de Suez. Ensuite, pouf, on décharge dans le port à l'autre bout du monde de la même façon et on va remettre sur un camion ou sur un train. Et donc on gagne énormément en rapidité et on gagne énormément en argent, puisqu'avant, il faut imaginer que il fallait décharger à l'aide quasiment manuellement en fait. Quand on a inventé le porte-conteneur, effectivement, c'est une véritable révolution du transport maritime.
Voilà, bon courage à tous.